Science. Le 9 janvier 2022, Stromae nous faisait part de ses pensées suicidaires en chantant L'Enfer au journal télévisé de TF1, le plus regardé de France. Depuis, des sportifs et des artistes ont commencé à s'exprimer sur leurs troubles psychiques et à s'engager dans cette vague de sensibilisation. Engagée depuis cette année pour cette cause, avec notamment sa participation au Psychodon, la chanteuse Marie-Flore nous fait le plaisir de venir parler dans cette émission. Elle nous livre son point de vue sur la santé mentale dans le milieu artistique et sur l'impact des réseaux sociaux. Écrire est pour elle une façon de dire la souffrance, comme l'exprime le titre de son dernier album, Je sais pas si ça va. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Marie-Flore. Hello. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Tu as participé récemment au concert du Psychodon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui a déterminé ton engagement pour la santé mentale ? Écoute, c'est vrai qu'on m'a écrit et c'est vrai que je trouvais pas trop d'endroits en fait d'expression en France et plus globalement voilà sur le terrain surtout artistique pour parler de ces questions-là. Je connaissais pas ce concept et du coup ça m'a vachement touchée, donc je me suis dit que ouais j'allais participer parce qu'effectivement c'est des questions qui me touchent et auxquelles je pense c'est important d'apporter quelques réponses. Est-ce que tu penses que la santé mentale et plus précisément les troubles psychiques sont un tabou dans le milieu de la musique ? Je dirais que c'est vrai que le monde de la musique, c'est un monde aussi d'apparence et d'image. En tout cas, je parle de mon point de vue qui est point de vue artiste. Et donc, il est difficile parfois effectivement, quand ça va pas très bien, d'en faire part, en fait, parce que on avance souvent, avec des masques en fait parce qu'on a des obligations professionnelles. Oui, je crois que c'est pas, enfin ça a jamais été de toute manière très à la mode de dire qu'on n'allait pas bien ou que les périodes qu'on traverse c'est dur, d'autant plus que quand tu fais un métier artistique comme ça, quand tu es sur la route, tu rencontres des gens, etc. Il y a souvent ce gouffre, je dirais, entre l'image qu'ont les gens et la projection qu'ils ont de ce métier et ce que c'est en fait réellement, ce que ça demande en termes d'énergie, émotionnellement, parfois ça peut être vidant. Et puis c'est toujours très confrontant aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont les gens parlent peu. Voilà, je crois. Même entre artistes, parfois, si ça nous arrive d'en parler, mais la parole n'est pas non plus super libérée. En début d'année 2020, Stromae a sorti un single justement sur ses idées suicidaires. On sait qu'il s'était mis en retrait pendant quelques années. Est-ce que tu penses que cette sortie de Stromae a pu contribuer aussi à une certaine libération de la parole, soit chez les artistes, soit dans le public ? Je pense que ça a été super qu'il fasse ça, quoi, parce que c'est... En fait, c'est vrai qu'il est tellement reconnu, tellement écouté que c'est sûr que c'est une parole importante. Aussi parce que ça fixe l'idée que ça peut arriver absolument à tout le monde, quel que soit le stade dans lequel t'es, ta notoriété, ta place dans la société. Donc c'est important quoi, de parler de tout ça. Ouais. Est-ce que selon toi, l'engagement des personnes qui ont une certaine notoriété, notamment les artistes, que ce soit des musiciens, des comédiens, peut jouer un rôle justement comme ce que tu viens de dire sur Stromae ? Est-ce que ça a selon toi une certaine utilité ou est-ce que ça peut passer un peu finalement au-dessus du reste ? Non, mais en fait, je pense surtout, vu la période qu'on vient de passer, donc ces 2 ans de Covid et tout, on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes psychiques qui ont été mis à jour chez des gens qui étaient un petit peu fragilisés de base et puis en fait cette période de confinement et tout a favorisé le développement de certains troubles chez beaucoup de gens en France et je pense que du coup non, c'est important, c'est un sujet d'actualité et je pense que ça peut réellement aider les gens, hein. C'est comme je veux dire, on parle de ce sujet mais c'est comme tous les autres sujets qui sont problématiques. Je pense que chaque prise de parole peut être aidante
et il y a rien qui est inutile parce que on sait pas, tu vois, qui va tomber sur telle phrase à tel moment, peut-être à un moment où justement ça va être ultra utile pour lui ou elle. Et donc non, voilà, je pense que ça a une certaine utilité. Après, je ne crois pas non plus que ce soit une formule magique. Voilà, on arrive avec une baguette et on dit une phrase et ah oui, tout de suite je me sens mieux, tu vois. C'est pas comme ça que ça fonctionne la psychologie, mais en tout cas, ça peut en tout cas permettre de se sentir peut-être un petit peu moins seul. Dans une interview récente et aussi tout à l'heure, tu as dit que c'était des sujets qui te touchaient aussi personnellement. Est-ce que tu acceptes de nous en dire un peu plus? Mais disons que moi, c'est vrai que ça fait, je dirais, très longtemps, depuis ma vingtaine d'années, en fait, depuis le moment où j'ai décidé de faire de la musique, que j'ai beaucoup d'anxiété, mais à des points vraiment très, très handicapants. Et c'est assez difficile, en fait, parce que je crois que c'est terrible à dire, mais finalement, quand on a ces troubles-là, on peut être compris que par les gens qui, soit sont des professionnels, soit sont concernés, en fait, quoi. Et c'est vrai que c'est des troubles qui sont tellement irrationnels que c'est très difficile, en fait, justement, de partager, voilà, avec les personnes qui partagent ta vie, tes amis, tes amoureux, etc. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, en tout cas, en plus, dans ce métier-là, qui est quand même c'est un petit peu les montagnes russes, quoi. Donc ça favorise pas forcément une stabilité mentale exceptionnelle, je dirais, parce qu'on est toujours mis un peu à l'épreuve, voilà. C'est voilà, enfin c'est un combat entre guillemets que je mène, même si maintenant je le vois moins comme un combat, mais j'essaye en fait de tout simplement accepter en fait voilà l'état permanent dans lequel je suis. Et d'ailleurs, enfin ça m'aide aussi beaucoup à voilà passer au-dessus quand j'ai des crises. Et au-delà justement d'accepter ces crises et cet état d'anxiété, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent de gérer cet état, de te sentir mieux? J'ai pas trop la solution. J'ai pas trop la solution. Je sais que ce qui me calme le plus, je dirais, c'est certainement la présence de quelqu'un auprès de moi. Des exercices qu'on apprend au fur et à mesure pour redescendre un peu. Et voilà, mais il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement de solution, quoi. C'est très aléatoire. Après, avec les années, c'est vrai que t'arrives de mieux en mieux à gérer ces questions-là, voilà, parce que les signes physiques, parce que, enfin, tu sens en fait quand ça arrive très très vite. Et du coup, voilà, tu mets en place des mécanismes qui font que t'arrives à stopper l'angoisse qui monte, qui monte, qui monte. Mais parfois, état de fatigue. Voilà, trop de gens, trop de machins, et en fait, voilà, ça part sans que tu le calcules, quoi. Donc j'entends souvent des gens me dire, ah ouais, je suis quelqu'un d'angoissé, et dans ma tête, souvent, je me dis, mais si vous saviez, quoi, enfin, l'angoisse, c'est pas être stressé parce que on a un meeting, parce qu'on a un rendez-vous, machin. Enfin, l'angoisse, c'est quelque chose qui, voilà, qui te ronge de l'intérieur, qui est présent tout le temps, qui fait que tu es dans une ultra vigilance de tout et qui, quelque part, pourrit vraiment la vie. Bon, même si c'est pas... il y a différents stades, etc. Et puis il y a différentes pathologies, bien entendu plus graves que ça. Enfin, l'état d'angoisse, c'est quelque chose de très handicapant, je trouve, quoi. Et moi, je m'en rends de plus en plus compte plus j'avance sur cette question, justement, et que j'essaie de m'améliorer, voilà, de m'en sortir un peu, plus je me rends compte, quoi, dans ma vie, à quel point ça m'a bloqué, quoi, sur 1000 choses, quoi. Voilà. Depuis quelques années, il y a des pratiques qui se développent comme l'art-thérapie, la musicothérapie. Est-ce que tu penses justement que l'expression artistique peut être un moyen pour certaines personnes d'extérioriser certaines souffrances? Je crois, ouais. Et je crois que c'est le but, en fait. En tout cas, bon, je parle en mon nom, mais c'est vrai que faire de la musique, moi, j'ai jamais choisi de le faire. C'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à moi. Écrire des textes, dire ce que j'avais sur le cœur, etc. Et je crois que, quelle que soit la forme d'art, finalement, la démarche d'écrire, de peindre, de raconter des histoires, de faire des films, etc., je pense que, dans le fond, c'est toujours une manière de réparer quelque chose, quoi.
quelle qu'elle soit. Et toi, aujourd'hui, tu commences ta tournée finalement très bientôt. Tu te sens comment? Je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt bien. J'espère juste avoir, enfin voilà, beaucoup d'énergie et tout à donner sur scène parce que là, il y a quelques semaines où on va faire cinq dates de suite. Et c'est vrai que c'est des concerts, c'est toujours assez éprouvant, c'est voilà, émotionnellement très fort. Et donc voilà, je m'interroge juste sur ça, mais j'aurai la réponse du coup en fin de semaine prochaine, vu que j'aurai passé ma première semaine 5 soirs sur la route. Et non, mais sinon, bien entendu, il y a beaucoup d'excitation. Et puis là, les 2 premiers concerts qu'on a fait à Lille et à Paris, voilà, enfin, j'ai reçu énormément d'amour du public et voilà, enfin, c'était magique. Cette année, tu as sorti un single qui s'appelle Je sais pas si ça va, qui est sur ton nouvel album. Ça veut dire quoi? Je sais pas si ça va. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, comme son nom l'indique. Je sais pas si ça va, ouais, c'est une phrase un peu pas niaise, mais on va dire naïve, mal écrite, quoi, qui parle en fait de l'état latent dans lequel je peux être parfois, c'est-à-dire de pas arriver à se sonder, qui fait une sorte de voilà de parallèle avec l'injonction constante qu'on a à être heureux, en tout cas à démontrer qu'on l'est, ou en tout cas voilà à performer, à toujours devoir voilà vivre mieux, vivre voilà. Et ça, je dois avouer que c'est des méthodes, et même si je suis très attirée par ça aussi, parce qu'on aspire tous, je me suis rendu compte que c'était aussi à double tranchant. Savoir que cette injonction permanente à être le meilleur de nous-mêmes, etc. et tout, en fait, c'était ultra pressurisant parce que finalement, quand on se dit qu'on est le seul responsable de son propre bonheur, eh bien, voilà, ça, c'est doublement, la peine est double si on n'arrive pas à toucher du doigt ce bonheur. Et donc voilà, donc là, j'en suis revenue de ça. Dans des chansons, tu parles souvent de relations amoureuses, de relations affectives, avec souvent une impression de déception. Mhm. Pourquoi est-ce que tu choisis d'écrire justement sur ce sujet-là? Bah, disons que c'est un peu pareil, j'ai pas trop choisi, quoi, ça m'est venu assez naturellement. Puis il faut dire que voilà, sur mon premier album, Braquage, ça parle d'une histoire qui était extrêmement toxique et très difficile en fait. Et du coup, bah forcément, j'allais pas écrire sur le printemps, les fleurs et comme c'est beau l'amour, puisque j'étais dans une passade très très difficile et très compliquée à gérer. Et voilà, et à la fois, je trouve que parler d'amour et de parler aussi de ses parts sombres, ça dit beaucoup plus de qui on est finalement, parce que sinon, je trouve que si tu montres que le bon côté de toi, tu restes finalement, je trouve, assez en surface. Et moi, j'ai un rapport assez voilà, direct, très franc avec l'écriture. C'est une manière de se raconter aussi, et ouais, de raconter sa version de l'histoire. Donc c'était voilà, c'était surtout pour ça que j'ai écrit et exploré, on va dire, les aspects toxiques de cette histoire d'amour, quoi. Mais euh, après, c'est vrai que je me vois assez peu écrire une chanson d'amour, on va dire, positive, parce que je sais pas. Et en même temps, moi, je trouve pas ça moche, quoi, tu vois. C'est-à-dire que voilà, les choses difficiles, pour moi, ça sert jamais à rien, c'est jamais moche, ça peut être difficile, mais exaltant à la fois, ça peut être passionnant, ça peut être nourrissant, ça peut être tout ça. Tu parles de ton album qui est sorti il y a quelques années, Braquage, qui est sorti à peu près au même moment que le Covid. Yes. Tu devais partir en tournée justement pour défendre ce bébé. Mhm. Et il se trouve que cette tournée a été annulée justement en raison des restrictions sanitaires. Comment est-ce que tu as vécu ce moment et finalement tout le moment du Covid? Bah, avec beaucoup de sidération au début.
Je crois que j'ai mis vraiment quelques semaines, voire quelques mois à comprendre que les choses n'allaient pas évoluer, etc. Donc, bon, alors avec sidération et puis à la fois avec beaucoup de calme, quoi, parce que justement, du coup, j'avais l'espoir que ça reprenne très rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Donc, du coup, après, j'ai eu le coup de massue quelques mois après en me disant, bon, bah, voilà, ce disque, c'est fini, quoi. Et j'ai remis encore quelques mois en me disant, il faut que je commence à écrire un nouveau disque, voilà. Et ce qui n'était pas tout à fait simple, parce que dans le fond, c'est vrai que j'ai une écriture qui est très basée, enfin très autofictionnelle. Et là, quand tu sors de 2 ans, voilà, de on and off, de confinements successifs, où donc du coup, t'as pas vraiment le temps d'engranger, pardon, des expériences, voilà, humaines. Mais en même temps, du coup, bah, j'ai trouvé une porte d'entrée, quoi. J'ai commencé à écrire ce titre qui s'appelle Je sais qu'il est tard et qui était plus en observation, du coup, plus que sur moi-même. Voilà. Est-ce que tu considères aujourd'hui qu'en France, on est bien informé sur les sujets de santé mentale? Est-ce qu'on en parle suffisamment? Je crois qu'il y a un petit peu de renouveau là justement depuis la fin de la fin de la crise, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet, en tout cas moi depuis que je suis née, quoi, qui a toujours été ultra ultra tabou. Bah, dans mon entourage, voilà, on a toujours quelques personnes qui voilà, qui sont sujettes à ces pathologies et moi j'ai vraiment le souvenir effectivement que ça a toujours été très difficile d'en parler en fait, avec beaucoup de cachotterie et de voilà, il fallait pas dire que l'état dans lequel on était, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un peu en train de changer. Et à la fois, c'est des pathologies qui sont tellement difficiles à gérer, quoi, pour les proches, pour la famille, etc., que souvent, bah, les gens n'ont pas les clés pour prendre en main le truc, quoi. Et à la fois, bon, j'estime aussi que c'est pas forcément voilà, au plus proche de prendre en main ce genre de truc parce que c'est des problèmes qui sont très lourds. Et on n'est pas toujours équipé, je dirais, émotionnellement pour supporter ce genre d'aventure. Tu dis justement que c'est pas aux proches de gérer cette situation. Tu as tout à fait raison, parce que la relation qu'on a avec ses proches n'est pas la même que celle qu'on peut avoir avec un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. Et ça, c'est une grosse question qui se pose aussi souvent dans les entretiens qu'on fait dans ce podcast. C'est que les soins sont très difficiles d'accès. On ne sait pas forcément qui aller consulter, on ne sait pas forcément qui est pris en charge, etc. Est-ce que toi aussi, dans ton expérience personnelle, tu as pu rencontrer ce problème de qui est-ce que je peux aller voir pour en parler? Bah, concernant ma personne, en tout cas, c'est vrai que je me suis toujours dirigée vers des professionnels de la profession. Il y a des stades, en fait, parfois de maladies où c'est très difficile, en fait, parce que souvent les maladies mentales, bon, la plupart, quoi, des troubles sont aussi accompagnés d'un déni de la part de la personne atteinte. Même en parler n'aide pas forcément puisque, enfin, de toute manière, la personne en face va dire: «Mais non» et cetera, pas du tout, hein. Et donc du coup, moi, en tout cas, ce que j'ai le plus rencontré vis-à-vis voilà, de ces troubles, c'est l'incapacité d'agir, l'incapacité à rediriger les personnes vers des services, voilà. Et en fait, même si tu connais ces services et tu sais très bien où voilà, cette personne devrait aller pour être prise en charge, et cetera, il y a une grosse difficulté qui est que quand tu es personne pour cette personne, par exemple, si c'était un ami, par exemple, simplement, que tu n'as pas de liens familiaux, et cetera, en fait, bah, il y a aucune solution, quoi. Si la personne ne veut pas se prendre en charge, il y a aucun moyen qu'elle soit prise en charge malgré elle-même. Et ça, parfois, je trouve ça assez terrible, en fait, parce que ça donne voilà, des scénarios et des histoires pas toujours évidentes à gérer, quoi. Et des descentes parfois aux enfers qui sont voilà, hein, qui se passe. Et ça, je trouve ça assez difficile. Je pense après qu'il y a voilà potentiellement assez de voilà de services et tout. Je pense que bon, il y a quand même comme à l'hôpital beaucoup de soucis de voilà de prise en charge, de budget, de moyens, qui est très problématique puisqu'en plus là, on va à l'avant d'une crise psychologique et psychiatrique énorme, je pense, ces prochaines années.
toute la jeunesse et tout. Nous, enfin moi, je suis trentenaire, etc. Ça a été dur, mais j'ai les clés en fait, quoi. Et je pense que là, ces crises qu'on vient de passer, pour voilà un jeune de 18, 16, 20 ans, avoir été voilà enfermé comme ça, bon, ça peut, je pense, potentiellement laisser des traces et fragiliser là où ils étaient en train de se consolider, quoi. J'espère juste que le gouvernement fera en sorte qu'il y a assez de budget pour voilà, juste suivre simplement tout ce petit monde. Tu parles des jeunes et du fait que toi, tu as trouvé les clés justement au fil des années. Est-ce que tu as des conseils à donner finalement aux jeunes pour essayer de prendre du recul sur l'actualité, sur le Covid, sur la guerre, sur le changement climatique? Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer finalement cette anxiété qui peut émerger de toutes les mauvaises nouvelles qu'on Mmh. reçoit tous les jours? C'est vrai qu'on est vraiment assaillis de il y a que des mauvaises nouvelles, quasiment dans les journaux, télévisés, les chaînes d'infos et cetera, les réseaux. C'est l'indignation permanente sur, enfin, sur tout, en fait, quoi. Et je pense que pour les jeunes, moi, je suis ultra contente d'avoir grandi en dehors de ça, quoi. Et que pour les jeunes maintenant, ça doit être très, très difficile de faire la part des choses parce que, tout ce qu'ils voient passer, c'est, enfin, c'est des horreurs, quoi. Et le voilà, le tableau qu'on leur dépeint, de l'actualité est horrible et cetera. Et c'est assez peu déjà encourageant. Donc moi, le 1er conseil que j'aurais à donner, c'est quand même de freiner, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux et de pas s'auto-nourrir, avec, trop de pensées, de faits négatifs, et cetera. Ce qui est difficile, hein, à faire parce qu'on a bien évidemment, toujours envie de savoir, voilà, comment, la guerre évolue, parce que, on est tous concernés par ça, mais c'est vrai qu'à un certain point, je pense que l'effet peut être contre-productif, à savoir plus, nous endormir et nous anesthésier et devenir complètement insensibles finalement à ce flot de de désespérance. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi une certaine, entre guillemets, «distance» à garder, mais c'est une distance à garder pour, justement conserver, sa capacité d'indignation, réelle et concrète en fait, quoi. Pour essayer de faire, voilà, avancer les choses. Et je crois que le plus «soignant» entre guillemets, c'est d'agir, quoi. Voilà, clairement d'agir, voilà, si, s'il y a des choses qui sont, trop dures, voilà, à supporter, c'est d'agir, quoi. C'est de s'engager, c'est d'être sur le terrain et d'arrêter d'être, pas être sur son siège, et de s'indigner parce qu'en fait, une story Instagram, ça changera rien du tout, quoi. Tu parles des réseaux sociaux sur lesquels tu es présente aussi. Ouais. Plusieurs personnes récemment, des artistes, des comédiens, ont décidé de se retirer des Mmh. réseaux sociaux, notamment en raison du harcèlement qu'ils ont pu subir, ou des critiques qui sont vraiment très vindicatives, violentes. Comment est-ce que toi tu gères ces relations qui peuvent être assez conflictuelles sur les réseaux sociaux? Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je pense que le monde, se porterait mieux sans réseau. Je pense que dans le fond, si je pouvais en fait, ne pas avoir de réseau, ce serait le cas, clairement. Parce que je trouve que ça développe vraiment des je sais pas, des connexions neuronales, très mal placées, quoi. Je trouve, voilà, c'est vraiment le lieu de l'ego, du narcissisme, voilà, comme je te disais, de la vexation, gratuite, d'un déversement comme ça de violence, gratuite, où les gens ont directement accès à toi. Donc tout est beaucoup plus facile. Et quand tu es artiste, bon, j'imagine que voilà, nous sommes, très sensibles pour la plupart. Et c'est vrai que c'est assez difficile à gérer parfois, quoi. Moi, enfin très longtemps là, j'ai été, épargnée, on va dire, puisque j'étais un petit peu comme ça, underground, quoi. Puis, là, ces derniers mois, j'ai fait mes premiers passages télé et cetera. Et voilà, il m'est arrivé de lire des commentaires, à charge, quoi, gratuits, complètement, enfin, débiles, quoi. Et ça m'a énormément, énormément touchée, quoi. Ça m'a fait pleurer et cetera. J'étais pas bien du tout pendant des jours, enfin vraiment, jusqu'à te remettre en question en mode, j'arrête la musique, en fait. Si dès que je suis exposée, en fait, c'est le déferlement, gratuit, de Robert et Michel, qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas pris le temps d'écouter, bon, voilà, en tout cas, ça a été très, très difficile pour moi, voilà, vers la sortie d'album, en fait, c'était, il y a quelques mois, quoi. Et puis, en fait, là, j'ai bizarrement réussi à trouver ça, amusant, voilà. Et donc, bon, j'évite quand même pas mal
Mais ça m'arrive quand même d'aller voir, et puis voilà, ça me fait sourire parce que je me dis, bon, c'est le lot de... Mais en fait, c'est juste que Internet et les réseaux, c'est devenu un tel déversoir que je me dis, dans le fond, quel est l'intérêt d'aller, voilà, j'en sais rien, chanter, etc., sur des plateformes qui, en fait, ne donnent que en retour des commentaires négatifs, où les trucs sont pas modérés, et où, enfin, c'est le déversement total, quoi. Enfin, pour moi, c'est contre-productif quand on est des artistes, voilà. Bon, bien entendu, hein, les gens ont le droit de ne pas aimer ou de te trouver moche, conne. Enfin, il n'y a aucun souci sur ça. De là, à le signifier par écrit, tu vois, à faire la démarche. Enfin, moi, c'est un truc qui me scotche, quoi. Je trouve ça tellement... c'est hors sol pour moi, quoi, ce genre de comportement, quoi. Est-ce qu'il y a un message aujourd'hui que tu aimerais faire passer ? Que je pense que c'est important de se ressentir. Et si on ressent des choses voilà, qui nous semblent désagréables, il faut en parler, donc à un ami ou à des personnes plus professionnelles. Et voilà, et pas laisser voilà, les choses s'installer, je dirais. Merci beaucoup Marie-Flore d'avoir participé à cet épisode, et on te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci à toi. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.